Bonjour et bienvenue à cette deuxième session de cette première journée de la fiscalité et du développement. Je m'appelle Pierce Riley et je vais parler du travail fait sur l'évaluation d'impact économique de la solution reposant sur deux piliers. J'aimerais vous donner un aperçu de ce que nous allons faire aujourd'hui. On va passer à la deuxième diapo, s'il vous plaît. Tout d'abord, nous allons commencer en nous concentrant sur le pilier 1. En effet, nous allons regarder l'impact du montant A du pilier 1 sur la distribution, sur les droits fiscaux et ce que ça signifie sur les recettes fiscales. On va également se concentrer sur les impacts clés sur les du pilier 2 sur le transfert des bénéfices des entreprises et notamment les bénéfices faiblement imposés sur les recettes et les recettes de l'impôt sur les sociétés. On va également se pencher sur les approches potentielles pour les pays réalisant leur propre évaluation d'impact à l'aide de données au niveau des entreprises. Alors, diapo suivante, je vais essayer de répondre à toutes les questions. On aura quand même une session de questions-réponses à la fin de cette session. On va quand même répondre dans le chat, mais en amont, sachez que toutes les recherches que je vais mentionner sont disponibles en ligne. Donc, vous avez les articles des recherches liés à ce dont je vais parler aujourd'hui, disponibles en ligne. Voilà les résultats principaux de notre analyse sur le premier pilier et notamment le montant A. Donc, le montant A du premier pilier réaffecte principalement les droits d'imposition des centres d'investissement vers les juridictions de marché. En pratique, ça réalloue les droits d'imposition de ces centres d'investissement vers les juridictions de marché. Et ça, c'est grâce à la nature des règles. On va rentrer dans le détail un peu plus dans un instant. Ce que ça fait, c'est que ça donne ce nouveau droit d'imposition sur la base des bénéfices excédentaires de ces grandes entreprises multinationales. On s'est rendu compte dans nos analyses que 70% des droits d'imposition cédés proviennent de centres d'investissement. Donc, on parle de centres d'investissement, on parle des juridictions où il y a des taux élevés d'investissement comparé au PIB. Donc, il y a beaucoup d'investissements comparé à la taille de leur économie. Ces centres d'investissement sont souvent des juridictions à fiscalité basse et souvent beaucoup de rentabilité pour ces multinationales qui rentrent dans le champ d'application. Donc, ça veut dire que les pays en développement pourraient bénéficier davantage de leurs recettes. Un bénéfice d'environ 200 milliards de dollars américains, c'est ce qui est prévu pour le montant A, et ce qui était prévu pour 2021, et ça a augmenté au fil du temps. À la base, il ne s'agissait pas uniquement d'augmenter l'assiette fiscale, mais plutôt de réallouer les droits d'imposition. Mais au final, ça a augmenté quand même les recettes fiscales parce que cette réaffectation des droits d'imposition des juridictions à faible taux d'imposition vers les juridictions au taux d'imposition plus élevé augmente de facto les recettes au niveau mondial. Et on se rend compte que les gains de recettes distribués par les petits pays et les pays à faible revenu s'élèvent en moyenne à 1,5 ou 3% du TCI avec de fortes variations d'un pays à l'autre. Les juridictions à revenus faibles ou intermédiaires bénéficient de toute façon de recettes fiscales plus avantageuses avec le montant A que les autres pays. On se rend compte également que toutes les juridictions, en fait, en bénéficient. Donc, le pourcentage d'avantages en matière de recettes fiscales est plus important pour les petits pays et les pays à faible revenu. Mais c'est bénéfique pour toutes les juridictions et j'y reviendrai dans un instant. Maintenant, pilier 2. Que fait le pilier 2? Eh bien, il utilise ce taux d'imposition minimum pour les multinationales et ça va réduire en fait la différence de taux d'imposition entre les différentes juridictions. Ça va simplement combler un fossé entre les juridictions à haut taux d'imposition et les juridictions à faible taux d'imposition. Donc, la réduction d'environ 50% des écarts des taux d'imposition entre ces centres d'investissement et les juridictions
autres que les centres d'investissement, parce que ces juridictions vont être très impactées par le deuxième pilier. On va réduire l'écart, en fait, entre ces différents types de juridictions. Nous pensons que ça veut dire que cette réallocation va également réduire les incitations au transfert de bénéfices et ainsi améliorer l'allocation des capitaux au niveau mondial. Nous ne disons pas que le transfert des bénéfices va disparaître, simplement, on pense que ça va le réduire. Et de manière générale, cette réduction du transfert des bénéfices devrait être de l'ordre de 50% des bénéfices mondiaux. Et nous pensons que cela va également réduire les bénéfices faiblement imposés au niveau mondial, et ce qui, à terme, va augmenter les recettes fiscales. Ce taux d'imposition mondial devrait augmenter les recettes de 6,5 à 8,1% des recettes mondiales, soit 155 à 192 milliards de dollars pour la période 2017-2020. Donc, on va se concentrer sur le pilier 1 dans un instant. Donc, si on passe à la diapo suivante, vous allez voir ce que fait le pilier 1. Le pilier 1, avec le montant A, c'est une réallocation d'un stock de bénéfices. Ces bénéfices sont les bénéfices des plus grandes entreprises multinationales dans le monde, mais également les entreprises les plus rentables du monde. Et souvent, c'est les bénéfices excédentaires, au-delà d'un certain seuil. On a donc ce stock de bénéfices. Certains pays vont récupérer ces bénéfices et d'autres vont le rendre. Et les juridictions de marché où les ventes se font, où les utilisateurs vont recevoir ces bénéfices, et ces juridictions qui ont les bénéfices excédentaires, très, très rentables, vont ensuite abandonner ces bénéfices. Donc, quel est le montant des bénéfices dans le champ d'application? Donc, ça change d'une année à l'autre. Comme vous le voyez, vous avez le graphique ici avec les bénéfices dans le champ d'application du montant A pour chaque année de 2016 à 2021. Donc, quelles sont les entreprises dans le champ d'application? Environ entre 100 et 200 entreprises. Et il semblerait que ces entreprises soient de plus en plus rentables, avec beaucoup d'actifs, leaders sur des marchés, avec beaucoup de capital immatériel. Vous avez les différents secteurs des entreprises, beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, dans la technologie, des grosses entreprises immatérielles. Donc, le montant A, il a été conçu principalement pour s'attaquer aux défis de l'économie numérique, pour donner davantage de droits d'imposition aux économies et aux juridictions de marché. Donc, la question, c'est, dans le cadre du montant A, qui est compliqué, d'où vient-il? D'où est-ce que ça vient? D'où viennent les droits d'imposition? Où est-ce qu'ils vont? Alors, les règles qui gouvernent l'abandon et l'obtention des bénéfices excédentaires repose sur le fait qu'il y aura une réaffectation des droits d'imposition provenant des juridictions de marché, des centres d'investissement aux juridictions de marché. À droite, vous voyez où les bénéfices vont aller. On montre toutes les juridictions ici dans notre modèle de juridiction et dans le cadre inclusif. Il y a 3 groupes principaux. Tout d'abord, les centres d'investissement, donc les juridictions où il y a beaucoup d'investissements comparé à la taille de leur économie. Ensuite, les juridictions de marché, donc toute juridiction où une multinationale fait des ventes. Et ensuite, l'autre catégorie, c'est la juridiction de l'entreprise mère. Certains centres d'investissement et des juridictions où l'entreprise mère se trouve récupèrent un droit d'imposition. Et c'est important. Souvent, cette juridiction où l'entreprise mère se trouve est quand même une juridiction de marché, mais bien entendu, ces centres d'investissement sont également des juridictions de marché, donc ils auront également des droits d'imposition, mais souvent c'est petit.
Donc, ça reste petit dans le cadre du montant. Nous pensons que les centres d'investissement récupérer des droits d'imposition. Donc, diapo suivante. Qu'est-ce que ça signifie en matière de recettes fiscales? Eh bien, le montant A augmente les recettes fiscales pour la plupart des juridictions, à part les centres d'investissement, comme on l'a montré à la diapo suivante, qui rendent des droits d'imposition. Donc là, dans ce graphique, vous voyez de 2016 à 2018-2019, en fonction des données et la rentabilité des entreprises concernées, on voit le montant estimé de gains de recettes par groupe de juridictions et par année en pourcentage du TCI. Et vous voyez d'ailleurs ici que vous voyez les juridictions à revenus faibles, moyens et élevés bénéficient toutes modestement du montant A. Et les gains augmentent généralement avec le temps. Pour les juridictions là à gauche, on voit que ça augmente avec le temps. Et typiquement, on voit également que les juridictions à faible revenu et à revenu intermédiaire connaissent une augmentation proportionnelle plus importante des recettes du TCI que les juridictions à revenus élevés. Et on voit que les centres d'investissement, qui sont des vrais contributeurs au système, ont tendance à perdre de leur base fiscale et également, donc, dans une moindre mesure, des recettes fiscales. Diapo suivante, vous verrez, on se concentre principalement sur les centres d'investissement. On les enlève, les centres d'investissement plutôt. C'est la même diapo sans les centres d'investissement. On voit à nouveau que les juridictions à revenus faibles, moyens et élevés bénéficient toutes du montant A, notamment en pourcentage du TCI. Ce ne sont pas des valeurs en dollars. Et d'ailleurs, les gains, l'allocation pour les juridictions à revenus faibles, en dollars, elle est moindre. Cependant, la réallocation c'est assez, ce n'est pas vraiment proportionnel. Les pays à relevé élevé bénéficient davantage. Les centres d'investissement auraient tendance donc à perdre. Ici, c'est l'impact de certaines dispositions, notamment pour les membres du cadre inclusif. Alors ça, c'est un peu complexe, un peu technique, dans le cadre du montant A, qui sont très avantageuses pour les pays en développement, qui les protègent et évitent qu'ils aient à abandonner des droits d'imposition. Dans certains éléments ici de ces règles, il y a la règle de minimis, qui veut dire que même si vous avez des bénéfices que vous devriez abandonner dans le cadre du montant A dans des circonstances normales, si c'est uniquement un petit montant de bénéfices, eh bien, vous pourrez garder ce droit d'imposition. De la même manière, il y a des règles qui disent que si on a uniquement une petite valeur en dollars dans le cadre du montant A, c'est administrativement trop peu pour le traiter, donc vous ne l'entrerez pas dans le système, sauf si vous êtes une juridiction à revenus faibles. Donc, il y a des dispositions du système, et d'ailleurs, vous le verrez, beaucoup des pays en développement se sont battus concernant ces règles ces dernières années. Elles ont un impact très positif sur l'allocation des pays en développement dans le cadre du montant. Donc, ce qu'on a fait ici dans le graphique, c'est qu'on a essayé de modéliser 5 de ces dispositions pour lesquelles les pays en développement se sont battus dans le cadre du montant. Pour les comparer, ce à quoi ressemblerait le montant pour les pays en développement sans ces dispositions. Et on se rend compte que la collecte de ces données, de ces détails, en fait, au final, nous permet de doubler les gains dans le cadre du montant A pour les pays en développement. Alors, je sais que c'est assez technique et on ne va pas rentrer dans le détail ici. Simplement, ça existe. Ce sont des dispositions qui existent et c'est important pour les pays en développement et de ce qu'ils ont gagné dans le cadre des négociations. Et ça conclut ce que j'avais à vous dire sur le montant A et j'espère qu'on aura un peu de temps pour y revenir dans la session de questions-réponses. On va passer maintenant au pilier 2. Et maintenant, je vais vous présenter 2 travaux que nous avons faits s'agissant du deuxième pilier. Pour commencer, nous allons regarder cette analyse. Nous avons donc un montant minimal pour le taux d'imposition. Nous avons parlé donc avec les différents pays. Nous nous sommes rendus compte que même si l'idée de
des juridictions et des revenus euh, à, à faible taux. Quand on a parlé de la mise en œuvre du pilier 2, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des bénéfices qui sont beaucoup plus importants dans des régions beaucoup plus importantes que juste des juridictions. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, nous avons les incitations fiscales qui sont très répandues dans les pays en développement et les économies émergentes. Et ce sont différents types d'incitations fiscales qui sont proposées aux multinationales afin d'encourager l'investissement. Si on regarde à gauche, on voit que pour les pays à faible revenu, revenu moyen inférieur et revenu moyen supérieur, entre 75 et 90% de ces pays ont des exemptions fiscales pour les impôts sur les sociétés, les IS. Ce qui veut dire qu'il y a certaines multinationales qui ne paient pas d'impôts. C'est très important parce que nous avons tendance à entendre parler de la pression euh, des, de proposer des incitations fiscales, mais également que ces incitations fiscales veulent dire qu'il y a beaucoup des revenus euh, qui ne sont pas imposables, ce qui veut dire que l'application de ce taux d'imposition minimale va utiliser et va également aider les pays à soulager ces incitations fiscales, ce qui veut dire également que maintenant, le pays en développement peut appliquer ce taux d'imposition. Ce que nous avons fait au cours des dernières années afin de quantifier ce euh, montant, quel est le montant de bénéfices? Nous savons que ces incitations fiscales existent, mais nous avons passé beaucoup de temps afin de faire le calcul. Et si on passe à la diapositive suivante maintenant, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller au-delà le taux d'imposition efficace et nous avons tendance à avoir des taux d'imposition très élevés, mais la combinaison entre les taux d'imposition élevés et les incitations fiscales, on a certaines entreprises qui ne paient pas d'impôts. Nous avons donc ramassé des données des juridictions membres du FMI, mais également de l'OCDE, s'agissant des impôts payés par les multinationales. À titre d'exemple, on a des multinationales américaines. Il existe des données. En France, on a le nombre de multinationales qui payent beaucoup d'impôts comparé à celles qui n'en paient pas. Nous avons essayé d'utiliser ces données afin de mettre en place une image s'agissant des distributions euh, des impôts payés au sein des juridictions. Parce qu'il y aura certaines multinationales qui vont payer un taux d'imposition euh, important, mais d'autres qui vont bénéficier des incitations fiscales qui ne vont pas payer beaucoup d'impôts. On passe à la diapositive suivante. On va montrer les résultats. Là, c'est un graphique qui compare le taux d'imposition avec le montant d'impôt qui bénéficie d'un faible taux d'imposition dans cette juridiction. Quand on regarde à l'axe X, pour les juridictions ayant un taux euh, fiscal effectif moins, il y a beaucoup de bénéfices. C'est très faiblement taxé. On le voit que dans certaines juridictions avec un TFE à 0%, tous les bénéfices sont imposés à des taux d'imposition inférieurs à 15%. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les petits points dans la case bleue. Chaque point bleu représente un pays avec un taux qui est inférieur à 15%, mais chacun de ces petits points a également des bénéfices qui sont très faiblement taxés ou imposés. Donc, si l'on regarde le taux d'imposition, peut-être qu'il n'y a pas de bénéfice, c'est très faiblement taxé, mais en regardant, on a une part de bénéfice qui est faiblement imposée, ce qui est très important lorsque l'on pense à discuter des bénéficiaires de ce taux d'imposition minimal. Qu'il s'agisse des bénéfices fiscaux,
ou fiscaux, mais également l'efficacité des incitations fiscales après la mise en œuvre de ce taux d'imposition effectif. On passe à la diapositive suivante. Cela vous montre des données semblables. À gauche, on a la part du bénéfice total dans le groupe de juridiction qui est estimé à faiblement imposé, à savoir inférieur à 15%. Donc, nous avons 28% pour revenus élevés. Pour les revenus moyens supérieurs, 24, moyens inférieurs, 18, revenus inférieurs, 28%, et pour les pôles d'investissement, cette part est à 79%. Ce qui veut dire, ce n'est rien de nouveau, mais on a également beaucoup de bénéfices à- qui sont très faiblement imposés, qui se trouvent dans ces juridictions. On peut commencer à analyser l'impact du taux d'imposition minimale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que nous avons déjà eu un article publié là-dessus, mais l'idée était vraiment d'avoir une idée des grandes lignes de cette base d'imposition. C'est une base d'imposition mondiale. Il était très important donc d'avoir une meilleure représentation de la répartition mondiale afin d'avoir les bons chiffres, ce qui est également important parce que nous avons différentes déductions et exclusions afin de protéger certaines incitations fiscales et les multinationales qui travaillent véritablement dans ces juridictions, nous devons essayer de faire le modelage d'une réaction des attentes. Donc, donc là où nous nous attendons à ce qu'il y ait un transfert de bénéfices. Pourquoi? Parce que nous pensons que si il y a eu des scénarios de transfert de bénéfices auparavant, maintenant, ce transfert de bénéfices euh, ne sera applicable qu'à la hauteur de 15%, ce qui veut dire qu'on aura peut-être une réduction des transferts de bénéfices. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le transfert de bénéfices va disparaître pour autant, mais l'intensité sera réduite. Et enfin, afin de comprendre cet aspect, nous avons essayé de faire un modelage de la mise en œuvre globale. Nous avons 35 juridictions qui ont déjà mis en œuvre ou qui souhaitent mettre en œuvre le taux minimal avec davantage de juridictions l'année prochaine. Mais la mise en œuvre globale, ou le niveau de mise en œuvre globale est inconnu. On va dire que seulement 70% ou 85% ou même 100%. Nous avons différents scénarios avec les différentes probabilités. Ce qui veut dire, et ce qui nous montre, et je vais vous montrer ça d'ici peu, si on a peu de pays qui mettent en œuvre cette initiative, les membres qui vont le faire vont bénéficier davantage. Mais on a également cette question, si moi je n'impose pas ces revenus, quelqu'un d'autre va imposer ses revenus au niveau de montant minimum mondial. Ce qui veut dire que les juridictions courent le risque de ne pas imposer des revenus qui seront imposés par quelqu'un d'autre par la suite. Diapositive suivante. Il y aura donc une réduction du transfert de bénéfices et ce, sur la base de notre modèle, nous pensons qu'il y aura une réduction de 50%. Nous ne voyons pas de fin à cette pratique, mais ce transfert de bénéfices, ça veut dire qu'il y aura plus de bénéfices laissés au sein du juridiction source, ce qui vous voyez à l'écran à gauche. Donc, c'est comme pour le pilier 1, plus de on aura plus d'activités dans les juridictions à haut revenu, mais les hubs ou les centres et les pôles d'investissement ne vont pas bénéficier de ce transfert de bénéfices comme c'est le cas maintenant. Nous voyons également que on aura également une réduction de bénéfices mondiaux faiblement imposés. Ici, nous avons les bénéfices mondiaux soumis
à un niveau d'imposition inférieur à 15%. On avait parlé de 28% pour les juridictions à haut revenu. Et puis, vous avez les autres barres grises à l'écran. Pour les pôles d'investissement, on a beaucoup de bénéfices qui sont faiblement imposés. Et on a également les chiffres pour les bénéfices mondiaux. Pour la barre grise, c'est vraiment le monde ou l'état du monde actuel avant la mise en œuvre de ce taux d'imposition. Et les barres en bleu, c'est ce qui restera après l'application du taux minimal. Donc, on a 10 ans après, en bleu, on voit qu'il y a une réduction de la part des bénéfices des entreprises multinationales faiblement imposées, ce qui veut dire que peu de bénéfices seront assujettis à ce taux. Mais vous pouvez vous demander, alors pourquoi existe-t-il un taux minimal? Pourquoi y aura-t-il quelques bénéfices qui seront tout de même faiblement imposés? Et la raison ou la réponse, c'est une caractéristique de cette initiative est une exclusion. Si on a une multinationale avec assez de personnel et assez d'actifs dans une juridiction, on peut avoir un taux d'imposition inférieur à 15%. Pour que les pays qui proposent des taux aux multinationales afin de générer de véritables activités, ces pays vont pouvoir continuer à proposer ces taux d'imposition pour qu'il y ait quelques bénéfices qui sont faiblement imposés. Cette caractéristique veut dire qu'il y aura peut-être des bénéfices faiblement imposés parce que certaines multinationales avec une empreinte assez importante pourraient bénéficier de cette saut d'imposition. Et beaucoup de pays en développement souhaitaient garder cet aspect. Ceci en étant dit, on savait, et les pays en développement savaient également que certaines de ces incitations fiscales étaient trop généreuses. Alors, ce taux minimal dit que si on n'a pas beaucoup d'investissement dans un pays, mais on a des bénéfices faiblement imposés, il va falloir payer un supplément. Si je passe à la diapositive suivante, on aura donc cette réduction et donc on pense qu'il y aura une augmentation des recettes fiscales. On pense que toutes les juridictions confondues aux revenus, pôle d'investissement, euh, faible revenu, tout le monde va bénéficier et ça va se traduire avec une augmentation des recettes fiscales parce que nous pensons qu'il y a des bénéfices faiblement imposés partout dans le monde et donc tout le monde va pouvoir augmenter les taux d'imposition, y compris les pôles d'investissement qui vont perdre des bases fiscales à cause d'une perte de transfert de bénéfices. Il y aura tout de même une augmentation des recettes fiscales parce que les bénéfices qui restent au sein du pôle d'investissement seront imposés à un taux supérieur. Donc, même si ces réformes feront en sorte que ces pôles d'investissement soient moins avantageux, il y aura quand même une augmentation de recettes fiscales. Mais pour les autres pays à haut revenu, à moins revenu et à revenu faible, il y aura une augmentation des recettes fiscales entre 4 et 10% normalement. Et cela dépendra de la mise en œuvre des décisions prises par les différents pays. Donc, si vous ne souhaitez pas mettre en œuvre ce taux minimal, vous allez placer vos gains en risque, mais vous allez également ouvrir la voie pour qu'une autre juridiction puisse imposer vos bénéfices. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment réfléchir à la manière dont vous souhaitez mettre en œuvre, que mettre en œuvre. S'il faut mettre en œuvre, nous avons différentes configurations des règles et je vais y toucher un mot d'ici peu. Et les pays souhaiteraient peut-être
introduire certains aspects et pas d'autres des règles. Ce n'est pas un guichet unique ici, ce n'est pas une approche qui va convenir à tout le monde. Il va falloir regarder les différentes entreprises, les multinationales qui opèrent dans votre pays afin de prendre une décision. Je passe à la diapositive suivante. Nous avons la répartition des gains de revenus pour les pays. On a les différentes catégories, les différentes sources de revenus, là où les d'où les revenus proviennent. On peut avoir des taxes supplémentaires ou des impôts supplémentaires au sein d'un seul pays. C'est ce qu'on voit en bleu marine. Et on peut avoir une entreprise ou une juridiction qui souhaite demander davantage d'impôts. Et nous avons les autres barres. C'est quelqu'un d'autre part qui souhaite exercer ses droits d'imposition. La provenance des gains va avoir un impact sur la mise en œuvre. Cela dépendra de ce que font les autres pays. Donc, si tout le monde applique l'impôt complémentaire, si on a d'autres pays qui n'appliquent pas l'impôt complémentaire, moi, je peux le faire parce que donc c'est la correspondance entre ou la différence entre le taux minimum et le TEI du pays. Donc, si vous n'appliquez pas cet impôt complémentaire, un autre pays pourrait le faire. Et on peut avoir des juridictions qui vont imposer des bénéfices étrangers. Si je passe à la diapositive suivante, il s'agit d'un résumé de notre analyse de l'incidence ou des impacts du taux minimum. Nous aurons une réduction de bénéfices faiblement imposée entre les différentes juridictions. Donc, le système sera beaucoup plus efficace parce que les décisions ne seront pas biaisées par cette quête de réduction de bénéfices, des bénéfices faiblement imposés. Il y aura une réduction de transfert de bénéfices, ce qui va engendrer une augmentation des recettes fiscales. Et je vais laisser assez de temps pour les questions-réponses à la fin. Nous avons mené notre enquête au sein de l'OCDE, dont les résultats viennent d'être présentés. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment les impacts pour tout le monde, pour tous les pays du monde et la différence entre les pays en développement et les pays développés. Nous avons également fourni des estimations pour chaque juridiction sur la base de notre modèle. Nous ne rendrons pas publiques ces informations pour chaque juridiction parce que les juridictions ont demandé à ce que ce soit fait ainsi, mais nous fournissons ces données aux juridictions. Si jamais, en tant que juridiction, vous n'avez pas reçu les résultats, n'hésitez pas à nous les demander. Nous avons davantage de pays qui nous remercient de ce travail. Merci de cette analyse, merci de ce travail. Mais votre analyse est basée sur des données de haut niveau et moi, je veux faire ma propre analyse. Nous passons à la diapositive suivante. Nous avons mis l'accent là-dessus dans notre travail. Et s'agissant du taux minimum, nous avons les négociations pour le pilier 1 qui sont en cours, même si ce taux minimum est déjà rentré en vigueur, notamment pour les pays en développement. Nous l'avons vu, les pays en développement ont tendance à penser à ce qu'il faut mettre en œuvre, comment mettre en œuvre et pourquoi. Nous avons publié un manuel de mise en œuvre pour le deuxième pilier pour que les pays puissent vraiment décortiquer les différents éléments. Il s'agit d'une mesure très complexe, comme vous l'aurez compris, avec beaucoup de choses à réfléchir. Il y a des documents qui sont disponibles en ligne sur le site de l'OCDE et nous avons également d'autres résultats utiles publiés par la Banque mondiale, l'Institut international du développement durable, l'ISD et le FMI.
diapositive suivante. Ce que nous avons fait, nous avons essayé d'aider les pays à regarder leurs propres données afin qu'ils puissent comprendre quels sont les choix qui s'offrent à eux. Et nous avons regardé euh, vraiment l'idée d'un taux minimal. C'est un taux complémentaire au sein d'une juridiction. Normalement, c'est la première ou c'est le premier pas à prendre. Il faut regarder qui va imposer quoi et comment. Ce n'est pas facile à comprendre. Les calculs sont assez compliqués. C'est, Cela peut être différent de votre propre base d'imposition et vous devez également comprendre que si il y a des empreintes, aussi une multinationale est très présente dans une juridiction, elle peut bénéficier d'incitations fiscales. Nous essayons d'aider les juridictions à utiliser leurs propres données pour comprendre euh, les résultats, pour informer les décisions. Et si je passe à la diapositive suivante, comment y parvenir? Les impacts vont dépendre de la mise en œuvre des différents pays. Nous savons que le taux minimum est assez compliqué. Et dans un monde idéal, il y aura différentes sources de données qui seraient mobilisées, les déclarations fiscales, les données pour le rapport pays par pays. Nous savons que il y a peu de pays qui ont accès à ces données. Parfois, les contribuables ne font pas de déclaration, donc on ne sait pas quels sont les bénéfices au sein d'une juridiction. Il y a une multitude de défis auxquels les autorités fiscales font face et nous avons travaillé avec le FMI, la Banque mondiale et d'autres partenaires afin de proposer une aide bilatérale. Mais c'est vraiment un pas pour que les pays en développement puissent naviguer les différentes options qui s'offrent à eux. Nous avons également beaucoup de travail avec les fonctionnaires et les autorités fiscales, mais beaucoup de ces problèmes découlent d'incitations fiscales qui ne sont pas fournies par les ministères des Finances, mais par des entités fiscales. Il faut donc parler avec les parties prenantes internes afin de vraiment faire une cartographie et afin de comprendre le paysage fiscal d'un pays pour par la suite prendre les bonnes décisions. Sur ce, je crois on va clore cette session. Merci encore de toutes vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions dans le chat. On va essayer d'y répondre dans la mesure du possible. On a fait un webinaire qui rentrait dans le détail de ces sujets. C'est sur le site Internet. Toutes les analyses d'impact sont bien entendu également détaillées dans notre article. Et j'aimerais remercier les bailleurs de fonds qui nous ont assuré les financements pour faire ce travail. Ce travail, il est essentiel, notamment pour permettre d'offrir aux membres du cadre inclusif des analyses d'impact pour qu'elles comprennent ce que ça veut dire, ce que ça signifie pour leur juridiction, observer ce qui se fait. Et ça a été très important, notamment dans le cadre des négociations. Ce travail a beaucoup aidé les pays, notamment les plus petits pays qui n'avaient pas forcément la capacité de faire ces analyses elles-mêmes et pour s'assurer qu'elles peuvent également faire du plaidoyer pour leurs propres intérêts sur la base de données quantitatives. Et je pense que c'est très important. Et à ce titre, eh bien, ces bailleurs de fonds sont très importants. Sur ce, je vais clore cette session et j'espère que vous profiterez également des sessions à venir.